Et pour cette table ronde, j'accueille Fabienne Abécassir, directrice générale déléguée d'Erilia, Jean-Yves Manot, président de Consommation Logement Cadre de Vie. Bonjour et bienvenue. Marie-Laure Vuitenez, qui est directrice générale d'Habitat et Métropole, présidente de la commission Quartier, Tranquillité, Sécurité, Emploi de l'USH, et Patrice Pergrit, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque, président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ancien ministre du Logement et des Transports. Bienvenue à vous tous, installez-vous. Merci d'être là. Avant de commencer, on a à nouveau une vidéo qui va nous donner un peu, nous poser le cadre. Ça s'appelle « Les visages du relogement ». Je vous propose qu'on regarde tout de suite et puis après, on réagira. Tu vas déménager, mais la barre va être détruite. Je dis, ah bon? Alors moi, je m'appelle Koumba Iman Marega. J'ai 47 ans, maman de 3 enfants et on habite ici. Moi, j'ai grandi à Épinay. Mes parents sont arrivés en 79. Donc, j'ai grandi dans les quartiers des Prêles. Après, j'ai fait Orgemont et j'ai fini par La Source. On m'a dit, oui, tu vas déménager, mais la barre va être détruite. Je dis, ah bon? Au début, on est un peu en rogne et tout. On se dit, oui, c'est notre histoire. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas une rénovation qui est faite? Pourquoi, voilà, pourquoi détruire? C'est pas facile de déménager dans un endroit où on a déjà nos repères, nos marques. Avec les bailleurs, on avait des prises de rendez-vous avec eux. Donc il y avait des personnes qui étaient dédiées à ça pour nous accompagner sur le projet. On se sent bien, on est chez nous. On a cet espace, comme je vous disais, le temps du Covid, où c'était plus confiné, c'était plus restreint, on n'avait pas ce balcon-là où je suis là. C'est plus grand et chacun a sa chambre. Le loyer il est resté tel que l'ancien. Il y a juste les charges. J'ai été bien accompagnée. Franchement, je remercie les bailleurs. Et vraiment, si vous pouvez construire des endroits comme ça pour des gens comme moi, issus des quartiers populaires et qui facilitent d'avoir des relogements tels que, ça serait formidable. Parce que ça permettrait de changer les horizons de chacun et même de faire épanouir nos enfants autrement et d'avoir des conditions de vie encore meilleures. Plutôt sympa comme témoignage d'une opération réussie. Marie-Laure Vuitenez, je voudrais savoir si ça illustre justement voilà, les apports du renouvellement urbain. Et puis comme on est dans les qualités du logement social, c'est quoi les qualités du renouvellement urbain justement? Oui, on m'entend. Le petit film là, il représente bien ce qu'on a pu faire comme bilan après 20 ans dans rue jusqu'à présent, et puis la qualité de l'accompagnement qu'on peut apporter les bailleurs dans ces programmes essentiels pour les habitants des quartiers. C'est quand même très, très exemplaire l'exemple présenté avec un bâti qui est vraiment, qui a l'air vraiment intéressant. Mais c'est vraiment l'essentiel de ce qu'on a développé, l'ingénierie d'accompagnement, le croisement entre le savoir-faire en termes de gestion du patrimoine, de transformation du patrimoine et de lien avec le cœur de métier des bailleurs, l'accompagnement social, la gestion locative et la prise en compte de la situation et de l'histoire de chacun de nos locataires. On a des équipes sur les territoires, sur le terrain, quel que soit le bailleur social, qui sont extrêmement proches de tous nos habitants, de tous les locataires. Et on a réussi jusqu'à présent à faire de belles choses à travers l'ANRU. Ça a aussi permis d'aller dans d'autres quartiers, d'amener aussi cette ingénierie développée dans des quartiers qui n'ont pas encore bénéficié de l'ANRU et qui ont tenté des choses dans l'esprit de ce programme. Voilà, et puis surtout un lien avec la transformation de la ville et un autre pan de notre métier de bailleur sur lequel on a su montrer notre savoir-faire, c'est la relation avec les acteurs locaux, les collectivités, les mairies qui sont essentielles dans ces programmes, les intercos qui portent aujourd'hui les programmes de rénovation urbaine, les services de l'État, les associations, tout le package de ces programmes. Alors vous pilotez la commission Quartier, Tranquillité, Sécurité, Emploi de l'Union sociale pour l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est des projets de renouvellement urbain du point de vue des bailleurs? Quelles avancées? Quels projets restent à finaliser? C'est quoi la situation aujourd'hui?
De notre point de vue, du côté des bailleurs, on considère qu'on a fait l'essentiel du boulot aujourd'hui. La plupart des opérations sont engagées. Il y a énormément d'OS qui ont été lancés, de travaux qui sont en cours. C'est entre 65 et 88% de réalisation entre la partie réhabilitation, les démolitions, l'offre nouvelle en reconstitution de l'offre. Donc nous, on est au charbon aujourd'hui, hein. Les équipes, elles sont vraiment impliqués dans la mise en œuvre. On n'en est plus au préparatif. Il y a quelques programmes au niveau national qui ont démarré plus tard pour plein de raisons, qui sont, eux, encore dans des phases de lancement. Donc, on est un peu au milieu du gué pour ces opérations-là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on attend dans les mois qui viennent, puisqu'on est quand même aujourd'hui en fin de programme, en tout cas en termes Oui. d'engagement, c'est la certitude que les fonds propres engagés, au-delà des subventions et des accompagnements qui sont prévus dans les maquettes, qu'effectivement, on voit arriver la réalité de cette trésorerie en subvention dans les mois qui viennent, puisqu'on a engagé énormément, on a lancé des programmes et il faut que certains partenaires financiers, notamment l'État, puissent nous assurer qu'on pourra être accompagné tel que c'était écrit dans les 2 ans qui viennent, 2026-2027. On est sur des années charnières de ce point de vue-là et on est encore inquiet, malgré les annonces faites au printemps C'est ce que par j'allais dire, c'est une l'ancien véritable gouvernement. inquiétude Voilà. par rapport à l'instabilité politique. Bon, Voilà, aujourd'hui, on fin du a beaucoup de gouvernement est d'interrogations. Il y a des annonces qui avaient été faites par la ministre Valérie Létard Oui. au mois de juin, aux Journées de l'ANRU. C'était satisfaisant, c'était un premier pas, mais ça suffisait pas non plus pour lever le doute sur la couverture financière des engagements de l'État à côté d'Action Logement, de la CGLS, donc des bailleurs sur le programme ANRU. On attendait encore plus en termes d'engagement et aujourd'hui, on a une vraie incertitude de ce côté-là. On espère que le message continuera à bien passer pour le prochain programme, le projet de loi de finances qui arrive, enfin qui devrait arriver. Difficilement, qui arrive difficilement, mais qui arrivera bien à un moment ou à un autre. Vous avez vu passer le téléphone et puis le QR code. Si vous avez des questions, c'est le moment, puisqu'on y répondra au fur et à mesure. Merci beaucoup, Marie-Laure. Fabienne, dans le contexte des projets d'Erilia, donc là, on est pourtour méditerranéen, région lyonnaise. Vous partagez un petit peu les inquiétudes, les avancements aussi. C'est quoi les conditions pour continuer à atteindre une bonne qualité du renouvellement urbain Alors, à l'heure où on en est aujourd'hui? oui, tu en as parlé un peu. Je voudrais revenir sur le relogement, le parcours résidentiel, parce qu'effectivement, sans relogement, pas de projet de démolition, de reconstruction. Chacun, on fait des enquêtes de satisfaction à l'issue du relogement. On a toujours des taux de satisfaction à peu près équivalents au taux global, hein, et on est autour de 80%, mais 80%, ça veut dire qu'il y a des locataires qui ne sont pas satisfaits de leur relogement. Voilà, ça tourne autour 10-15% sur les endroits et c'est ces 10-15% qui focalisent l'attention. On est tous, parce que je pense que on est dans la salle tous convaincus que l'ANRU, c'était quelque chose d'efficace, il faut que ça continue. Mais voilà, des 2 côtés du spectre politique, on n'a pas que des gens qui sont convaincus que ça. Et ces personnes qui ne sont pas contentes de leur relogement et qui le disent parfois de façon extrêmement véhémente, c'est celles qu'on entend le plus, c'est celles qui font du bruit et notamment du bruit médiatique. Et voilà, les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse pas forcément. Les 80% de locataires, comme cette dame-là à Saint-Denis, qui est ravie de son parcours résidentiel, c'est pas elle qu'on va entendre. On va entendre les gens qui râlent. Alors, le président me donnait un conseil en matière de concertation locative que je vais m'empresser d'appliquer dès mon retour à Marseille. Mais voilà, la qualité du relogement et le faire savoir que les gens sont heureux et ont un parcours résidentiel, ça, c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu médiatique. Et il faut qu'on soit porte-parole, il faut qu'on soit en capacité de faire savoir que grâce à nous, grâce à nos actions, grâce au financement de l'ANRU, on a réussi à changer la vie des gens. Mmh. Jean-Yves Manot, vous êtes bien concerné, côté locataire, habitant. Quel est le point de vue sur le relogement, sur aussi les qualités qu'apporte le renouvellement urbain? Pas Dites-nous. uniquement sur le logement. Bien sûr, Je plus pense, largement. sans critiquer et apprécier le travail de l'ANRU, la politique de la ville, etc., etc., mais c'est pas fini.
loin de ça, et je pense que les quartiers nord de Marseille, ça reste encore un sujet prégnant, mais de façon globale, 74% des locataires sont satisfaits de leur logement. Ça veut dire que potentiellement 26% ne sont pas satisfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 250 000 logements dont les locataires ne sont pas satisfaits. Ça fait 2 500 000 personnes qui ne sont pas satisfaits. Et on les retrouve sans doute dans les 600 000 demandeurs de logement qui vivent déjà un logement social. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a encore du travail de rénovation des quartiers denses, etc., qui a été fait, mais potentiellement, ça veut dire qu'au-delà de la rue, il y a une politique d'entretien, de confort, d'amélioration, etc., sur le plan thermique, etc., qui est en général pas finie, et objectivement, il y a des difficultés financières du monde HLM, je le reconnais, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se satisfaire de la situation actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Vergrit? Vous êtes président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine depuis un peu moins d'1 an. On entend ici ou là donc les avancées. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et puis, on en a parlé, qu'est-ce que vous retenez de la revue de projet qui a été demandée par Valérie Létard et qui a été réalisée au printemps 2025? Où est-ce qu'on en est un peu et puis les défis auxquels l'agence est confrontée là à l'avenir? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous avez raison de commencer par parler du NPNRU, hein, le programme ANRU 2, parce qu'on est finalement au cœur de celui-ci. Avant même de parler d'un ANRU 3, c'est important de finir le programme qui est engagé aujourd'hui. La revue de projet, elle permettait de faire un peu le bilan, et elle a montré finalement un bilan très opérationnel. Le rythme est là, le calendrier est tenu, et ça, je pense que c'est important, et on peut remercier les équipes de l'ANRU, avec la directrice générale qui est là, Anne-Claire Mialot, pour le travail qui a été effectué pour avancer le programme. Aujourd'hui, 100% est contractualisé, 84% est engagé, un quart est même achevé, donc le programme ANRU 2, il est particulièrement bien avancé. Où se trouve l'enjeu? Et ça a été dit, l'enjeu, c'est que maintenant, les opérations avancent, il faut être au financement. C'est-à-dire, Sinon, ça va bloquer un peu les choses. il y a eu des engagements. Il y a eu des engagements pris par 3 grands partenaires, Action Logement, l'USH à travers la solidarité interbailleurs et l'État. Bien. Action Logement et l'USH sont dans le rythme. Ils ont versé 40% de leur contribution. L'État est un peu en retard. Il a versé à peine 10% de sa contribution. Donc, comme ça a été dit par la première intervenante, maintenant on attend que chacun soit au rendez-vous de l'opérationnel, puisqu'on a réussi à engager les opérations. Maintenant, il faut les financer, il faut que chacun y prenne sa part. L'enjeu, il est important. Je finis juste sur ce point, parce qu'il faut que les gens le sachent dans la salle. Pour que l'ANRU puisse continuer le rythme actuel des opérations, il faut à peu près 250 millions d'euros dans la loi de finances 2026. C'est ça qu'il faut à peu près. Bien. Si on n'a pas ces 250 millions d'euros, on va devoir ralentir la cadence sur les projets ANRU à l'avenir. Très concrètement, c'est ça. Valérie Létard a déjà obtenu 116 millions d'euros. Je lui souhaite de continuer à être ministre du Logement, comme ça son engagement se poursuivra, tiendra toujours, mais il faudra quand même aller un peu plus loin. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il est très important que l'État soit à la hauteur de ses engagements pris pour pouvoir continuer le rythme et la cadence des projets ANRU. Voilà. C'est exactement la question que je voulais vous poser ici. Donc l'État en retard, si on n'a pas cet argent-là, ça veut dire que c'est des opérations qui ne sont pas poursuivies, qui ne sont pas continuées, c'est des locataires qui ne seraient pas relogés. C'est ça concrètement ce qui se passe, parce qu'il faut voir la situation sur le terrain, quoi, aller jusqu'au bout. Ça aura probablement 2 conséquences si l'État n'est pas à la hauteur de ses engagements. D'abord, un ralentissement des projets, très probablement, ou un portage par des collectivités locales. Je suis maire et président d'une communauté urbaine, et moi, je n'ai pas envie d'avancer l'argent pour l'État. Donc, je pense que
surtout au moment où on arrive à des élections municipales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important effectivement que l'État soit à la hauteur de ses engagements. Je pense que les parlementaires aujourd'hui ont bien compris l'enjeu. On aura un nouveau gouvernement. Donc j'espère que le nouveau gouvernement aura bien compris l'enjeu. C'est vrai qu'on est dans un contexte budgétaire difficile, mais il me semble que la rénovation urbaine vaut le coup de pouvoir être à la hauteur des engagements qui ont été pris. Vous avez dit budget 2026, donc 250 millions nécessaires. Vous pensez que c'est une priorité qui va être mise en avant sur les débats qui vont avoir lieu, bon, qui sont déjà un petit peu en cours? Si on essaie d'être concret et réaliste, je pense qu'il faudra qu'on se rapproche le plus possible de cette somme de 250 millions d'euros pour que justement la cadence diminue le moins possible et qu'on soit à la hauteur du rendez-vous. Tout le débat va être, on sera à combien entre 116 et 250? Le débat, il va être là pour être très très concret. On est dans des débats de chiffres, hein, décidément, Tout à fait. Mais ces derniers mois, voire années. en même temps, c'est bien, c'est-à-dire, ça veut dire que le boulot, il est fait sur le terrain. Hmm. Sinon, on serait encore n'aurait en pas train de besoin. dire l'ANRU, ça marche pas, ça avance pas, on n'a pas pris l'engagement. Le boulot, le job, il est fait sur le terrain. Ça a été dit par les intervenants. Donc, quand le job est fait, il faut le payer. Forcément. Il y a une question qui peut vous concerner aussi. ANRU, ANCT, Agence nationale de cohésion des territoires, ADEME, pour tout ce qui est transition environnementale, à quand une agence de la ville dont l'action serait centrée sur les quartiers prioritaires de la ville? Est-ce que ça serait bien ou est-ce que c'est bien d'avoir chacun un peu ses domaines d'action? C'est un faux débat. D'accord. C'est un faux débat pour tromper, en fait. La problématique, elle n'est pas aujourd'hui sur la réorganisation d'agences. Le débat, il est évidemment sur le fond. Aujourd'hui, on a besoin d'avancer sur ces quartiers. Mais c'est un faux nez et un faux débat pour tromper les gens, ces histoires d'agences. D'ailleurs, ça a été dit par la commission qui a été chargée, on ne gagnera rien. Le sujet sur les agences, c'était de gagner de l'argent. Première phrase, ah ben on ne va rien gagner en réorganisant les agences. Terminé, débat terminé. On ne gagne rien, il n'y a pas de marge à faire. Terminé. Maintenant, je parle de l'efficacité de l'action publique. L'ANRU aujourd'hui fait bien le job, c'est reconnu, on l'évoquera sans doute si on parle d'un ANRU 3. L'ANRU fait le job, pourquoi on va supprimer ou modifier quelque chose qui marche? Il y a des choses qui ne marchent pas dans ce pays, commençons à modifier ce qui ne marche pas. Et on avancera beaucoup mieux. Donc une vraie fausse bonne idée de supprimer des agences comme ça, on y reviendra. J'ai une autre question, d'ailleurs 2 autres questions. Comment permettre des parcours résidentiels, on en a parlé, des parcours résidentiels ascendants lorsqu'on peine à produire une offre nouvelle dans les territoires? C'est vrai que c'est compliqué d'organiser un parcours s'il n'y a pas d'offre, Fabienne? En recyclant le bâti existant, hein, moi, je suis pas une très très pro démolition, mais parfois ça s'impose hein, pour réorganiser le foncier, les voiries. Parfois ça s'impose pas et au contraire, il faut recycler le bâti existant. Ce qui n'empêche pas du coup de devoir reloger les gens, hein, mais on peut très bien faire du neuf avec du vieux, avoir du coup des étiquettes performantes du point de vue énergétique, avoir des logements accessibles qui permettent voilà, aux seniors, aux PMR, aux familles d'exister, d'habiter. Je pense que la suite, ça passe par le recyclage. Et je pense aussi que sur l'ANRU 3, ça sera un grand point. Nous, on a des projets, on a des objets qui datent des années 70 qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui parce que c'est des IGH. Donc, ça ne rentre pas dans le décret seconde vie du bâtiment, mais il n'empêche que c'est obsolète. C'est très compliqué à maintenir parce que ça nécessite en termes de sécurité beaucoup de moyens. Ça ne répond pas aux questions d'accessibilité, ça ne répond pas aux questions d'enjeux énergétiques. Et c'est là où on peut offrir des parcours résidentiels, aussi bien locatifs, accession sociale, BRS, en recyclant le bâti existant. C'est une des solutions pour l'ANRU 3, le recyclage. Et d'ailleurs, il y a une question, pour éviter le stop and go pour les habitants et les territoires, il faudrait accélérer la faisabilité de ce fameux ANRU 3, si ANRU 3 il y a. Je vois qu'on passe à l'ANRU 3. Oui, tout de suite. Hein, moi, je pensais en deuxième partie, mais on va vite y venir, de toute façon. Oui, pour le coup, moi je suis ravi de ce qui a été annoncé aux Journées nationales de l'ANRU. C'était pas gagné. On échangeait tout à l'heure, on disait c'est une politique inarrêtable. Il y a plein de politiques inarrêtables qui ont été arrêtées dans notre pays. Donc moi je me félicite déjà aujourd'hui qu'il y ait cette mission de préfiguration sur l'ANRU 3. Comme je disais tout à l'heure, l'ANRU ça marche, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent.
La méthode aussi doit sans doute être différente, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais évidemment, parmi les méthodes, ce qu'on connaissait avec l'ANRU 1, c'est-à-dire le caractère un peu systématique de la démolition qui visait à travailler plus sur l'image en réalité que la qualité d'habiter, ça c'est derrière nous, et même déjà l'ANRU 2 n'est plus dans cette démarche de démolition-reconstruction. On a complètement passé cette étape de l'ANRU 1, donc aujourd'hui effectivement on est dans des projets définis à l'échelle locale, équilibrés, qui intègrent beaucoup des problématiques de transition et du recyclage. Alors justement, pour voir un petit peu tout ça et se projeter un petit peu dans l'ANRU 3, je vous propose une nouvelle vidéo. Là, on est à Angers et on va voir comment le programme a changé la vie en fait dans le quartier de Montplaisir. On regarde ça tout de suite. Le changement, il est magnifique. Bienvenue à Angers, capitale de l'Anjou. Situé au nord, Montplaisir a été construit dans les années 60 pour répondre à l'accroissement démographique. Au fil du temps, ce quartier prioritaire a vieilli sans faire l'objet de travaux de réhabilitation. Mais depuis 2020, Montplaisir est en pleine mutation dans le cadre du NPNRU. Objectif, en faire d'ici à 2026 un quartier plus inclusif où il fait bon vivre. Dans la mesure où son image était précisément de ne pas être forcément le quartier du bien-être, eh bien on décide de le réintroduire et une volonté de notre part d'en faire un quartier qui soit un quartier de vie, de jeunesse, qui puisse accueillir à nouveau une vie économique plus nombreuse et plus fournie que celle qu'elle a eue jusqu'alors. Une résidence senior a été créée. Son rez-de-chaussée accueillera bientôt un nouveau centre commercial. Montplaisir, c'est 60% de logements sociaux. Pour favoriser la mixité sociale, la municipalité a engagé des opérations sur le bâti. De nombreux logements ont été modernisés. Premier changement visible pour les habitants, la disparition de l'emblématique bar de l'Europe. Youssouf Senoussi a passé toute sa vie à Montplaisir. Il est aujourd'hui à la tête de la Maison pour tous, une structure qui joue un rôle clé durant cette phase de transformation urbaine. On a une nouvelle bibliothèque, médiathèque, on a une nouvelle salle de sport. Le changement, il est magnifique parce qu'on le voit, il y a l'arrivée du tram aussi. Les travaux, c'est rude par le bruit, la poussière qu'il peut y avoir, mais aussi par notre quotidien qui change. C'est notre rôle de continuer à maintenir une sorte d'activité sociale. Et justement, durant l'été, les associations organisent Montplaisir est dans la place, une fête de quartier pour redonner vie à la place de l'Europe en plein chantier. Charline Barouki est co-directrice de la Maison Olympe. Fin 2023, elle a fondé avec la docteure Élise Oudebine ce centre de santé qui propose des consultations gynécologiques et des ateliers d'estime de soi. À travers son approche globale et inclusive, Maison Olympe s'engage dans la lutte contre les inégalités de genre et les violences faites aux femmes. Il y a des changements sur la place des femmes notamment, sur l'appropriation, elles, de leur parcours de soins. Mais en venant ici, elles se mobilisent, elles travaillent leur mobilité sur le quartier. Il y a des épanouissements qui sont vraiment très révélateurs et très forts. Beaucoup d'autres initiatives qui viendront compléter ce tableau dans les années qui viendront vont faire véritablement de Montplaisir un quartier vivant mais un quartier de santé. Donc là, encore une fois, on voit une transformation véritablement d'un quartier. C'est assez stimulant et enthousiasmant de voir ça. Je voudrais, avant qu'on reparle en rue 3, vous poser la question qui nous est posée là, à vous, Jean-Yves Manot. Comment est-ce qu'on peut mieux associer les locataires aux réhabilitations et aux projets de rénovation urbaine? Parce qu'on voit que c'est important, c'est eux qui y vivent quand même dans les quartiers, quoi. Bon, bien évidemment, il faut associer les locataires qui vivent, qui sont attachés historiquement pendant leur vie et s'est développé dans ce quartier et potentiellement ils ont un attachement relativement important et donc il faut les associer individuellement ou collectivement à travers des associations. Je pense que là aussi il faut présenter les choses logement et services publics. Et donc, on aménage un vrai quartier lié à la ville. Ils intègrent la ville-centre à partir du moment où on leur offre des transports, des services publics, etc. Et à partir de là, me semble-t-il, à travers les associations structurées, organisées,
qui sert d'intermédiaire vis-à-vis de la municipalité ou des bailleurs sociaux, je pense que les choses ont un rôle relativement important pour la réussite. C'est long, c'est difficile, parfois il y a des coups de gueule des locataires, mais on est là aussi en tant qu'association structurée, organisée, avec une expérience pour faciliter les choses de la transformation sociétale, sociale du quartier. Je pense que c'est un gage de réussite. D'accord. Alors, c'est important. Oui, Marie-Laure. Peut-être, pour aller dans ce sens-là et un peu rebondir sur ce que disait Fabienne Abécassis tout à l'heure sur l'intervention sur le bâti existant. On est sur des quartiers qui sont à la fois des zones de transition, mais aussi des quartiers d'ancrage. Et une des difficultés qu'on a pu avoir sur les programmes précédents, y compris avec les associations représentatives des locataires ou d'autres structures associatives locales qui, des fois, jouent aussi ce rôle d'intermédiaire avec nous et d'animation de cette concertation, c'est de lutter contre le sentiment d'effacement des populations qui accueillent les programmes de rénovation urbaine. Et je pense que déjà, c'est effectivement déjà mieux dans le NPNRU que dans le premier ANRU 1, sur lequel la démolition avait fait parfois beaucoup de mal sur ce tissu social local. On est déjà dans le mieux dans le NPNRU, et s'il y a un ANRU 3, la possibilité de pouvoir retravailler vraiment le tissu existant, d'aller sur des techniques de réutilisation des bâtiments existants, de diversification de l'activité, à travers aussi une approche différente du bâti existant, et puis peut-être une diversification aussi de l'offre en logement locatif social, parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, y compris en diversifiant notre propre offre de bailleurs sociaux. On peut aller encore vers du mieux, en tenant compte aussi de la batterie d'enquêtes sociologiques qui ont eu lieu depuis 20 ans sur ces questions-là. On a aujourd'hui un recul sur cette question de la concertation qu'on n'avait pas à nouveau il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Mais c'est vraiment un enjeu important, et on a parfois en face de nous dans les représentants des locataires, dans les associations, des personnes qui sont ancrées historiquement. Typiquement, il ne faut surtout pas qu'elles bougent. On a besoin d'elles pour faire aussi, enfin elles peuvent bouger si elles ont envie, mais en tout cas si elles souhaitent rester, si elles sont attachées à leur quartier, on peut, je ne suis pas élus, mais on peut quand même essayer de viser une transformation de ces quartiers, le fait de les normaliser, de les raccrocher à la ville, tout en gardant ce qui fait aussi la qualité de ces quartiers, leur richesse. Tenir compte de ce qui existe à la base. Merci beaucoup, Patrice Vergrit. Alors, quand vous étiez ministre du Logement, vous avez demandé un rapport sur le sujet à Anne-Claire Malo, Cédric Van Stevendel et Jean-Martin Delorme. Alors maintenant, en tant que président de l'ANRU, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport que vous aviez commandité, et qu'est-ce que vous retenez, principalement? C'est vrai, parfois l'histoire est amusante. Je retiens d'abord que l'ANRU, ça marche. Ce rapport, il dit d'abord ça. Il dit on a finalement, à travers l'ANRU, réussi à améliorer la diversification de l'offre dans ces quartiers, améliorer la qualité d'habiter pour ceux qui y résident et qui y viennent maintenant davantage, améliorer les situations aussi en termes de transition énergétique. C'est assez considérable les résultats qui ont été obtenus. Et moi, je ne vois pas un maire aujourd'hui dire je veux plus de l'ANRU. Enfin, honnêtement, j'en ai pas vu un. Si vous m'en trouvez un, vous me le montrez. Donc on voit bien que ça fonctionne, et ça a été un effet de levier important pour la transformation des quartiers populaires. Mais il dit en même temps aussi il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent. D'abord, ce n'est pas fini. Il y a des quartiers de la politique de la ville qui sont notamment les plus grands, où il y a encore du boulot, où il faut peut-être un ANRU 3, un ANRU 4, un ANRU 5. Certains parlent même d'ANRU permanent. Bon, voilà. Je pense que ce n'est pas forcément le débat à prioriser aujourd'hui. Moi, je serais très content qu'il y ait un ANRU 3 et qu'on puisse continuer le boulot. Ça, je pense que c'est important. Il y a aussi des nouveaux enjeux dans d'autres territoires. Si dans certains territoires, c'est peut-être terminé, la transformation urbaine est achevée. À Dunkerque, moi, je vois des quartiers où, en termes de transformation urbaine, on est allé au bout. Il reste des nouveaux territoires qu'on n'avait pas forcément repérés initialement, mais qui aujourd'hui posent question, en tout cas, sur la structuration urbaine. Donc, ce rapport, il conclut en disant il faut continuer, et donc il faut un ANRU 3, d'où la mission de préfiguration annoncée par la ministre, et d'où cette mission qui a été confiée à Philippe Vandemal. C'est finalement la continuité du rapport, maintenant, de dire voilà, on passe dans une phase opérationnelle, ANRU 3, OK, et maintenant on doit en définir le contenu.
Cédric Van Steven. On a une question sur les besoins en renouvellement. Comment on peut arbitrer? Les besoins en renouvellement sont multiples, grands ensembles, centres anciens, entrées de ville. Comment on peut arbitrer tout ça? C'est pour moi. Ouais. Ouais, Bah, moi, je pense que d'abord, les quartiers de la politique de la ville qui restent en difficulté, il y en a encore beaucoup, notamment des grands territoires, et ça doit rester prioritaire. C'est-à-dire la politique de l'ANRU est d'abord prioritairement pour les quartiers de la politique de la ville. Est-ce que, comme on l'a fait finalement dans l'histoire avec le PNR CAD, est-ce qu'il faut un programme complémentaire? C'est-à-dire, pour moi, l'ANRU, ça doit rester les QPV. Est-ce qu'il faut un programme complémentaire pour des territoires à côté, j'ai envie de dire, qui nécessiteraient l'expertise de l'ANRU? Parce que finalement, c'est pas mal ce guichet unique de transformation urbaine. Pour des centres-villes anciens où on aurait des taux de vacances de logement très élevés. Donc avec certaines caractéristiques. Oui, la suite du PNR CAD, en fait, quelque part, une reconfiguration du PNR CAD, mais laissons le PNRU poursuivre sa voie en priorité sur les QPV. Et s'il faut apporter des compléments, apportons des compléments sur les territoires, mais continuons déjà ce qui a déjà été entamé depuis 2 programmes. Vous avez déjà répondu à la question qui vient de s'afficher, c'est pas mal, puisque la question c'était dans le contexte de finances publiques sous tension, est-ce qu'il faut prioriser de nouveaux quartiers ou ceux qui ont déjà bénéficié des premiers programmes? Ce que vous dites, c'est on continue sur les QPV, c'est le quartier prioritaire de la ville, mais on ouvre éventuellement à d'autres territoires qui pourraient le nécessiter. Un complément, Marie-Laure? Oui, allez. Je veux dire, et puis même ça peut être décalé en termes de calendrier, mais la priorité c'est les QPV, après on verra si effectivement il y a d'autres quartiers qui nécessitent des interventions de l'ANRU. Marie-Laure et après Fabienne. Ouais, juste au niveau de l'USH et la commission quartier, on a mené un travail d'identification l'année dernière des quartiers qui nécessitaient une nouvelle intervention de l'ANRU, un ANRU 3, sans faire abstraction justement de ceux qui étaient déjà en ANRU sur les programmes précédents, et en ouvrant aussi à d'autres QPV. Et on voit qu'on a pu remonter quasiment 300 quartiers sur lesquels les bailleurs ont fait remonter, suite à des échanges avec les collectivités, qu'il y avait au moins un besoin fort de l'ANRU et des programmes prêts à partir. Donc on a encore un énorme besoin sur les QPV et sur des quartiers assimilés QPV. Donc la question pour nous, elle ne se pose pas tellement. On a encore des morceaux entiers de villes où, que ce soit dans les grandes agglomérations ou dans des villes moyennes ou des QPV en zone détendue également. Ce n'est pas simplement des questions de grosses agglomérations, même si c'est plus ou moins, les difficultés sont plus ou moins prégnantes sur ces sites-là. On a ce besoin qui est identifié et on sait qu'il y a énormément d'équipes qui sont prêtes à partir et qui ont besoin du plus de l'ANRU, au-delà de tout ce qu'on peut faire par ailleurs, pour pouvoir déclencher des dynamiques sur ces sites-là. On va revenir sur l'enquête justement que vous avez menée auprès de 300 sites, un petit peu plus dans le détail, mais Fabienne, vous vouliez réagir sur juste ajouter, à qui on destine l'ANRU 3. On ne peut pas opposer, en tous les cas, quand on habite Marseille, quand on vit à Marseille, on ne peut pas opposer les centres anciens et les quartiers QPV, puisque le centre-ville de Marseille, c'est l'un des plus grands QPV d'Europe, avec la question aussi des copropriétés dégradées, qui est du logement social de fait qu'on n'arrive pas à traiter. Le thème, c'est le droit à la ville pour tous. Et une ville comme Marseille qui, pour l'instant, ne respecte pas encore le taux SRU, mais qui, pour le coup, a une grande partie de sa population qui vit dans des conditions d'habitat dégradé, soit en copropriété, soit dans le centre-ville ancien dégradé. Et il faut qu'on puisse s'atteler, et nous, y compris bailleurs, prendre notre part. Et on la prend, notamment dans le centre-ville de Marseille, on la prend, pour que le droit à la ville pour tous, ça soit pas que dans quelque chose. Je sais que en secteur détendu, c'est très compliqué aussi, mais voilà, la réalité urbaine dans une ville comme Marseille, la deuxième ville de France, c'est celle-là. Oui, Jean-Yves Manot. Tout simplement, rappeler quand même les responsabilités des bailleurs sociaux. Potentiellement, ce qui a été construit il y a 60 ans, 40 ans, c'est amorti. Il n'y a pas de remboursement de prêts, etc. Et donc, les exigences des locataires en place, c'est une rénovation au goût du jour, énergique, et
sur le plan énergique sans doute, mais la disposition des pièces, etc., tout doit être revu. Et il y a quelques exemples parisiens d'ailleurs, mais je connais un peu, où on a le bailleur social Paris Habitat, soyons clairs, pour ne pas le citer, soyons clairs, a réussi une refondation complète des immeubles qui ont presque 100 ans, et avec les habitants, et un contrat passé entre les habitants, les associations et le bailleur social, d'investissement, de restructuration complète. C'est absolument indispensable si on ne veut pas un ANRU 5 diversifié en fonction de la présence des 300 logements, 400 logements ou 200 logements. Objectivement, c'est là où se passe demain l'avenir de la ville avec le confort des habitants adapté. Important comme message. Marie-Laure, si on revient sur la commission que vous présidez, ses propositions dans ce domaine-là, et puis aussi sur l'enquête, sur les 300 sites, sur les conclusions principales, peut-être en citant un peu des exemples de sites que vous connaissez, et voir exactement sur qui remontent. les propositions de l'USH sur la question de la rénovation urbaine, bah, quelque part, on les retrouve dans le rapport Ensemble refaire la ville, entre autres. Parce que voilà, on a alimenté, on a pu remettre ces propositions au trio des rédacteurs, et on retrouve l'essentiel de ce qu'on a proposé dans ce rapport dans lequel on se reconnaît, sur des thématiques qui vont du partenariat sur le montage en rue et l'ingénierie également de fonctionnement de la rue, parce que c'est un vrai sujet. Dans la salle, il y a pas mal de techniques, de techno, des bailleurs sociaux qui doivent au quotidien travailler sur les programmes en rue, et c'est quand même une mécanique qui est encore assez lourde, même si du côté de la gouvernance, on n'y voit que du bonus. Il y a quand même un gros travail fait par les équipes derrière pour accompagner les maquettes financières qui restent assez complexes. Il y a cette question-là, une question d'adaptation aussi, alors j'allais dire un peu de décentralisation des décisions, et en même temps on est un peu sur le fil parce qu'on sait qu'on est sur une politique où il est très prudent de conserver des directives nationales pour cadrer à minima, tu y reviendras peut-être Fabienne, à minima les exigences locales et des fois des exotismes qui ne sont pas compatibles avec l'intérêt général. Je fais ça ça va comme ça. Mais en tout cas, bon voilà, on a besoin aussi d'avoir malgré tout des leviers d'action locale pour adapter vraiment les programmes, et notamment sur la reconstitution de l'offre, sur le type de produit qu'on peut proposer, sur l'intervention sur les quartiers, où là, les contextes sont différents d'un quartier à un autre, et cette souplesse-là, on l'appelle aussi un petit peu. La question aussi de l'accompagnement vers la transition énergétique et transition à l'adaptation climatique, et l'adaptation aussi sociologique de ces quartiers comme du reste de la ville, mais on est sur des quartiers où on a à la fois des potentiels en termes de foncier, on a une richesse, souvent les bailleurs sociaux ou les collectivités avec des espaces importants quand on est dans les QPV historiques des années 60-70 avec des grandes nappes foncières. On a un enjeu de transformation et de résilience de ces quartiers-là. C'est des choses qui ont déjà été intégrées au fil de l'eau dans le NPNRU, et qu'il faut encore pousser plus loin dans un prochain programme. Et qu'est-ce que j'oublie? Et puis les questions d'accompagnement à la rénovation thermique aussi. On sait qu'en dehors des programmes en rue, tous les bailleurs sociaux de France, et comme les copros aussi, on parlait du privé sur l'autre table ronde, mais il y a un enjeu de transformation du patrimoine qui portera sur plus de logements que l'offre nouvelle. Donc il y a un énorme enjeu, et on n'arrivera pas à résoudre cette équation-là, notamment sur ces quartiers, sans un ANRU adapté au financement de la transformation climatique de notre patrimoine, de toute façon. C'est ce que demande quelqu'un. Restructurer un parc social pour répondre aux attentes d'aujourd'hui nécessite un accompagnement financier à la hauteur des investissements importants. J'imagine que c'est aussi la clé pour continuer à travailler sur ce sujet. Il y a un sujet sur l'accompagnement social du point de vue aussi des ressources des bailleurs sociaux. Quand on a des indicateurs des bailleurs sociaux, je déborde un peu, mais on va regarder les frais de gestion. Dans les frais de gestion, eh ben, il y a l'accompagnement social. Et quand on regarde ça uniquement d'un point de vue financier, on va nous dire, ah, les frais de gestion.
Ouais, mais on a des gardiens et on a des équipes de travailleurs sociaux, internalisés ou pas, mais de plus en plus internalisés chez les bailleurs pour accompagner à la fois les relogements et les suites des relogements et l'accompagnement psycho aussi de nos locataires et le soutien à nos équipes de terrain qui souffrent aussi. J'ai oublié un pan dans les préconisations, c'est la question de la sécurité dans les quartiers, sur lesquels on attend aussi énormément l'État. Où là, il n'y a personne d'autre que l'État, c'est du régalien. Sur la sécurité, on a besoin que l'État revienne dans les quartiers, indépendamment de tout ce qu'on peut faire au quotidien. Mais donc, tout ça, nous, en accompagnement, on met des frais de gestion. C'est des choses qui sont aujourd'hui aussi accompagnées en partie par les programmes en rue. Et c'est ce qu'on peut avoir sur ces programmes-là qu'on n'aura pas dans le droit commun. Patrice Vergrit, qu'est-ce qu'on peut dire alors de cette mission de préfiguration qui a été confiée à Philippe Van Damme? Normalement, ça doit se faire en association avec vous, le président de l'ANRU, le conseil d'administration, les partenaires nationaux de l'agence aussi. Qu'est-ce que vous en attendez? Comment vous voyez les choses avec cette mission de préfiguration? Oui, Philippe Vandemal est en train de lancer sa mission de préfiguration. Moi j'attends la réponse sur 4 grands sujets, en fait. Il y a 4 grands sujets. Premier sujet, on l'a évoqué, c'est le périmètre. Quelle priorité donner au QPV et comment on investit d'autres quartiers, quel quartier avec quel calendrier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comment on intègre mieux de nouveaux sujets de fond. Ça a été dit sur la question du changement climatique, on aurait pu parler du vieillissement de la population. Donc on voit aujourd'hui de nouveaux sujets de fond apparaître, comment demain ils vont être plus prégnants dans le NNPNRU, si vous me permettez l'expression. Troisième sujet, la méthode. Comment on fait évoluer la méthode? Il vient d'être demandé plus de souplesse, plus de décentralisation quelque part. Je pense qu'effectivement, il faut aller vers davantage de souplesse au terrain. On a évoqué la co-construction avec les habitants, sans doute qu'il faut aussi approfondir cette dimension-là. Moi, il y a une dimension qui me tient à cœur aussi, c'est une meilleure articulation entre l'urbain et le social. Finalement, la création de l'ANRU a un peu coupé en deux la politique de la ville. Elle a mis d'un côté la transformation urbaine et de l'autre côté le projet social, avec cette dichotomie contrat de ville, projet en rue. Je pense qu'il faut arrêter ça. Et je pense que là où il y a un projet en rue, il faut que ce soit aussi le lieu du projet social. Donc il faut réussir à mieux articuler urbain et social. Anne-Claire Mialot dit souvent « à quoi bon rénover une école s'il n'y a pas les profs dedans ?» Bon, à quoi bon rénover une maison de quartier si on n'a pas l'équipe d'animation dedans? Donc à un moment donné, la transformation urbaine, elle est au service d'une transformation sociale et il faut qu'on ait un projet unique sur des quartiers de la politique de la ville. Moi, chez moi, à Dunkerque, on a un contrat de ville, on a un projet en rue. Je reconnais que ce n'est même pas les mêmes élus qui s'en occupent. Alors, vous voyez, donc il y a une problématique qu'il faut faire évoluer là. Et enfin, il y a l'argent. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Un projet en rue, en termes d'apport complémentaire de financement, c'est aux alentours de 15 milliards. Hein, sur un peu plus de 10 ans, c'est à peu près ça. Il faudra continuer demain à compter sur Action Logement et sur la solidarité interbailleurs. Je pense que ce n'est pas un débat. Sans doute, le niveau de la contribution sera un débat, mais je pense que ça restera évidemment des acteurs clés pour le NPNRU 3, si vous me permettez l'expression. Après, moi j'ai un doute, et on le voit actuellement, sur la capacité de l'État à s'engager. Je le dis sincèrement, le principe de l'annualité budgétaire, le principe constitutionnel de l'annualité budgétaire fait que je ne crois plus en la parole de l'État quand il me dit qu'il va me payer en 2030. La conjoncture budgétaire aujourd'hui fait qu'on ne peut pas compter sur la parole de l'État à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Donc, ce n'est plus possible. Il faut du court terme. Eh bien, je crois que pour des domaines qui nécessitent du long terme, et il est peut-être important dans notre pays de repenser la politique à long terme. Il n'y a pas que la politique à 1 an ou à 1 semaine. Le logement, moi, il me faut 8 ans pour sortir un programme complexe à Dunkerque. 8 ans aujourd'hui, un programme de logement. Le transport, on est parfois sur 15 ans ou 20 ans. Qu'est-ce que vous allez parler d'annualité budgétaire? Qui est capable de dire la conjoncture du budget de l'État dans 8 ans? Un programme en rue, c'est plus de 10 ans. Donc, moi, je crois à un système de recettes affectées. C'est comme ça. Et d'ailleurs, l'utilité des agences, c'est ça. On affecte des recettes. Là, j'ai ma PI chez moi. Pourquoi on peut régler des problèmes d'inondation? Parce qu'il y a une taxe affectée à la prévention des inondations chez moi et on n'y touche pas. Elle est sanctuarisée. Et je pense aujourd'hui que sur le logement et sur le transport dans notre pays, il faut un système de recettes affectées qui sont sanctuarisées. Et l'ANRU gérera ça dans la durée et on ne comptera pas sur
le budget de l'État qui est rediscuté chaque année. Dernier élément qui est dit dans le rapport sur le financement, l'Union européenne aujourd'hui est en train de débattre de ses futurs fonds structurels. Je crois qu'il y a une grande liberté donnée aux États. Moi, je serais très heureux que l'Union européenne, on l'a connu avec les piqûres bancs, je serais très heureux parce qu'il y a une problématique logement à l'échelle européenne aujourd'hui, il y a une crise du logement à l'échelle européenne aujourd'hui, et je serais heureux de voir l'Union européenne réinvestir cette question du logement, et le faire à travers l'ANRU et le renouvellement urbain serait une bonne manière pour l'Union européenne de se saisir de cette question. Donc, ça peut les être fonds aussi structurels s'intéressent aussi davantage à cette question du logement, c'est ça? Soit destinés aussi pour ça? Oui, et qu'une partie des fonds structurels soit orientée vers l'ANRU, je pense que ce serait une très très bonne idée. Marie-Laure, vous dites oui, ça paraît un levier financier, évidemment, puisqu'on en est aussi là, aller chercher un peu, soit en recettes, en taxes, soit en fonds comme ça européens, qui viendraient alimenter le logement, le secteur. Ça me semble important de ne pas laisser non plus ces grandes politiques de rénovation urbaine uniquement à la charge des acteurs locaux. On est dans des politiques de rééquilibrage territorial et de solidarité territoriale. Quand les bailleurs sociaux, à travers la CG2LS, participent au financement de l'ANRU, c'est les locataires qui participent, c'est les locataires des quartiers. Nous, nos ressources, ce sont des loyers. Donc, pourquoi les locataires des quartiers QPV, au-delà déjà de ce qu'on subit en termes de sécurité dans les quartiers, on est obligé d'intervenir au-delà des impôts payés par les locataires aussi. Pourquoi est-ce qu'on serait seul à porter ces politiques de rééquilibrage, et sachant que enfin, voilà, il y a de l'historique sur ça. Mais voilà, ça me semble important, effectivement, qu'on puisse quand même garder, au-delà de mécaniques financières locales et d'investissements très forts des collectivités, des entreprises locales. Action Logement, c'est pareil, c'est les entreprises locales qui cotisent à la partie logement. Et qu'on aille chercher au-delà de l'État, peut-être, si effectivement on ne peut plus attendre ça de l'État, d'aller chercher les grandes politiques structurelles sur ces questions-là. Fabienne Abécassi, je vous voyais avec une moue un peu douteuse sur la partie méthode, si j'ai bien compris, sur les propositions non, au de contraire, Patrice. En tout cas, les 4, ou alors au contraire, c'était pour souligner mais plus de souplesse, par exemple. alors certainement pas plus de souplesse sur tous les cas par rapport à... Enfin, il y a toujours évidemment l'écoute des habitants, des locataires, et puis on sait que c'est l'enjeu, hein, que le projet soit adapté. De toute façon, on le fait pour eux, donc s'ils sont pas satisfaits du projet, c'est perdre son temps et son argent. Non, mais un grand apport de l'ANRU, au-delà des financements, ça a été d'être le rappel de la règle générale et du bien commun, j'allais dire, par rapport à parfois des intérêts particuliers qui ne sont pas additionnés les uns avec les autres, le bien commun général. Et pour nous, en tous les cas, localement, c'était important, et c'est toujours important avec l'ANRU, que voilà, il y ait quelqu'un qui rappelle que la règle générale, le pourquoi on fait le projet, c'est pas juste une velléité du bailleur, mais qu'il y a un porteur de projet, la collectivité, et qu'il faut avoir une vision pour son quartier, pour sa ville, parce que sinon, parfois, on peut, nous, bailleurs, opérateurs, on n'est que opérateurs. Moi, je revendique d'être que opérateur. On n'est pas le porteur de projet. Quand on a une relation avec les habitants, c'est une relation contractuelle qui est définie dans un cadre, ce qui n'empêche pas la concertation, mais le porteur de projet, c'est la collectivité, et c'est pour ça que c'est important que l'ANRU soit là pour rappeler les règles du jeu. Donc des règles pas trop souples non plus. Oui. Jean-Yves Manot. Oui, je voulais insister sur la responsabilité de l'État. Depuis 2017, il n'y a pas de politique de logement. Et donc, ce constat, année après année, entraîne votre réflexion en disant « j'ai pas confiance à l'État ». Objectivement, il faut rappeler dans les élections législatives et présidentielles la responsabilité de l'État de fournir un logement à tous les citoyens. Je pense qu'on ne peut pas oublier la responsabilité de l'État, ça fait partie de la Constitution aussi, qui prennent en cause leurs responsabilités presque régaliennes. Voilà,
sur le financement affecté, c'est Action Logement, bien évidemment, et le besoin européen, c'est l'évolution de l'Europe sur intervenir sur le logement. Je me rappelle le SIEG, le service d'intérêt général, qui était contesté sur le financement du logement en partie, et c'était contesté par l'Europe. Et potentiellement, il y a une crise générale sur l'ensemble des pays, et l'Europe a positivement évolué dans son esprit, dans ses orientations, et donc on soutiendra bien évidemment toutes les démarches possibles pour consacrer un budget européen sur le logement, bien évidemment. Un petit aparté, on voyait un petit peu vos trombines sur le dessin et les thèmes principaux qui sont repris, notamment ce que vous disiez tout à l'heure, la priorité doit rester les quartiers prioritaires de la ville, une meilleure articulation entre l'urbain et puis le social. Voilà, c'est un petit peu toutes les en rue, jamais 203. Patrice, vous vouliez réagir? Quelle est la force de l'ANRU? La force de l'ANRU, c'est de pouvoir aller voir un maire, président d'intercommunalité, et de lui dire on va passer un contrat à 10 ans. Et nous allons respecter les engagements. C'est la force. Le contrat que passe le maire avec l'agence, il a une portée juridique même. Il peut être attaqué. Il peut être attaqué en justice si l'ANRU ne respecte pas ses engagements. Qu'est-ce qui s'est passé sur la politique de la ville depuis 40 ans? Est-ce que les contrats de ville ont été respectés par l'État? Aucun. Est-ce qu'il y a une force juridique à attaquer en justice l'État, le contrat de ville? Non. Et donc, c'est un engagement de polichinelle. Et tout le monde le sait, et tous les maires le disent. L'ANRU a remis du long terme. L'ANRU a remis de la profondeur. L'ANRU a redonné aux maires une capacité à transformer un quartier sur 10 ans, sur 15 ans. Laissez-nous ça, laissez-nous ça. On a tellement besoin de temps long dans cette démocratie. On a besoin de pouvoir se projeter à 10 ans pour transformer des quartiers. Vous croyez que les quartiers nord de Marseille, on va les transformer en 1 an? Mais personne n'y croit. Et si on n'a pas cette force de l'engagement, on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça que je parle de recettes affectées. Ce n'est pas donc une méfiance à l'égard de l'État avec un grand E, c'est qu'il indique des moyens qui ne soient pas remis en cause chaque année et contractuellement, juridiquement engagés. C'est ça, et l'ANRU permet ça. Et donc avec des recettes affectées, on pourra redire aux maires, là vous vous engagez sur 10 ans. Marie-Laure, avant de conclure, Marie-Laure, c'est sur les propositions, en tout cas les sujets que Patrice mettait en avant, cette question des recettes, pour inscrire un petit peu ça dans des engagements qui seraient du coup tenus. Peut-être aussi la question de la méthode et puis les nouveaux sujets de fond à prendre en compte. Vous en avez parlé, de rénovation et de transition. Comment vous réagissez à tout ça pour un ANRU 3 ? Tout à fait bien, et en même temps, aujourd'hui, nous, on est dans une situation d'attente. Enfin, voilà, il y a tout à écrire. C'est pas forcément aux bailleurs sociaux, effectivement, de tenir le crayon sur ce sujet-là. Nous, ce qu'on essaye de faire au niveau de l'Union, c'est, enfin, en tout cas, sur cette partie-là, c'est d'alimenter les réflexions, d'être capable de réagir, de préparer le terrain, de faire remonter aussi les besoins et à la fois des bailleurs, mais aussi de nos locataires et des territoires sur ces questions-là. Tout est OK pour moi, maintenant il n'y a plus qu'à, quoi. Et alors peut-être un mot de conclusion, Patrice, sur les nouveaux élus. Il y a des élections et tout. Comment on doit prendre en question ce sujet du renouvellement urbain? Il y a beaucoup de priorités, donc ça, on met toujours la priorité au-dessus de la priorité. Déjà, bien terminer le NPNRU, parce que les nouveaux élus, ils auront à terminer des projets qui ont été engagés. Et je pense que c'est important qu'ils comprennent bien que là, maintenant, la mécanique, elle est partie et il faut terminer les programmes qui sont engagés. Ça, c'est la première chose à faire. Je rappelle qu'il y en a jusque 2030. Donc, l'actualité, là, c'est quand même le NPNRU. Donc, ça, c'est la première priorité. Et après, évidemment, commencer à préparer la suite avec l'ANRU 3 et donc soutenir la démarche d'ANRU 3. La force de l'ANRU 3, ce sera la capacité des maires à faire pression
sur l'État, sur le gouvernement, sur tous ceux qui décident pour pouvoir continuer cette politique, paraît-il, inarrêtable. Très bien. Marie-Laure, oui. C'est surtout, on l'a dit de plein de manières différentes, éviter le stop and go. Et effectivement, on a besoin de finir et on a besoin tout de suite de préparer la suite. Stabilité. Merci beaucoup. Merci à vous quatre avec la synthèse en images de nos échanges. C'était très riche d'avoir un peu vos enseignements sur le futur du renouvellement urbain.